Alors dites-nous, vous la voulez comment, votre matinale sous la couette, dans un coin du canapé ou sur la table à manger? C'est vous qui voyez. Installez-vous tout simplement confortablement car nous nous invitons chez vous et nous comptons bien passer un bon moment à votre compagnie. Bien sûr, nous, toujours à deux. Et oui, effectivement, et nous la voulons ici à partir de ce studio pour vous rendre heureux ce matin. Ce sera un matin plein de bonheur et c'est un autre marathon encore cette semaine que nous sommes en train de faire. Nous sommes mercredi aujourd'hui et mercredi, on a un autre programme à vous proposer. Tout à fait, et ce sera juste après la couleur du temps. Bonjour mesdames et messieurs. Quelques passages nuageux donneront localement quelques pluies dans le sud forestier et sur le littoral en fin de nuit ou en début de matinée. Par la suite, le temps deviendra généralement nuageux. Les vents secs souffleront quelque peu dans le reste du pays. Le nord connaîtra un ciel relativement ensoleillé avec quelques nuages qui seront présents sur la bande centrale. Au cours de la matinée, les températures afficheront 26 degrés le pic à Abidjan, 24 à Adiaké et Bondoukou, 23 degrés à Boaké, 24 à Daloa, Dimbokro et Gagnoa, 21 à Korogo, 22 degrés à Mans, 19 à Odiéné, 25 à San Pedro, 24 à Sassandra et Tabou et 23 à Yamoussoukro. Un temps chaud et sec régnera dans le nord et influencera quelque peu la bande centrale avec la présence de quelques nuages. Dans le sud par contre, il fera chaud et humide et l'on observera quelques bourgeonnements nuageux. Ces bourgeonnements évolueront par effet de brise côtière et donneront localement de la pluie sur le sud forestier et le littoral en fin d'après-midi. Les températures au cours de l'après-midi afficheront 31 degrés à Abidjan, 32 à Adiaké, 35 à Bondoukou, 34 degrés à Boaké, 33 à Daloa, 35 à Dimbokro, 33 à Gagnoa, 36 degrés à Korogo, 33 à Mans, 36 à Odiéné, 32 degrés pour San Pedro, 31 à Sassandra, 30 degrés à Tabou et nous terminons avec 34 degrés à Yamoussoukro. Ainsi prend fin ce bulletin météo. Merci pour votre aimable attention. Au cours de l'après-midi, le temps sera sec et chaud dans le nord du pays et un peu moins sur la bande centrale. Bonjour à tous, on démarre avec ce communiqué de la Commission électorale indépendante CEI. La CEI qui porte à la connaissance de la communauté nationale et des candidats à la candidature à l'élection des députés à l'Assemblée nationale du 6 mars 2021 qu'à la demande des partis et groupements politiques, la période de réception des dossiers de candidature est prorogée exceptionnellement jusqu'au vendredi 22 janvier 2021 à 18 h. La Commission électorale indépendante CEI compte sur le civisme de tous et de toutes pour le bon déroulement de cette opération, faite à Abidjan le 19 janvier 2021. Et pour des élections apaisées, 22 chefs de canton et tribus s'engagent. Ils ont été mis en mission par la ministre en charge de la cohésion sociale, Maria Toukoné. Ils vont prêcher la paix auprès des populations. Abou Sanogo. Face à face, Maria Toukoné, chef traditionnel du Côte d'Ivoire. Au menu des échanges entre la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté et ses 22 chefs de canton et de tribus, les futures élections législatives. Conformément à la volonté du président de la République Alassane Ouattara, Maria Toukoné exhorte les têtes couronnées à jouer pleinement leur rôle pour que les élections du 6 mars prochain se déroulent en toute tranquillité. S'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement. Or, vous êtes chargé de prévenir les conflits dans les zones. Vous êtes chargé de gérer pacifiquement les conflits, de telle sorte que le développement que nous souhaitons tous puisse arriver. Voici les législatives qui arrivent. Il faut que vous jouiez vos rôles de telle sorte que ces législatives se déroulent de façon pacifique sur l'ensemble du territoire.
Un message clair, bien perçu par les gardiens de la tradition. Nous demandons tous les Ivoiriens de se mettre ensemble à tous les 4 points cardinaux de la Côte d'Ivoire pour que les élections qui arrivent, que ce soit les élections apaisées. Nous lançons un appel aux populations, un appel aux responsables des partis politiques pour qu'il y ait des campagnes apaisées où il n'y a pas de vindicte, où il n'y a pas de mots méchants. Où il y a le feu, il ne peut pas avoir le bonheur. Donc je demande à la population ivoirienne d'être ensemble, d'être unis, surtout de s'aimer. En plus des législatives et des traditionnels vœux du Nouvel An, il est aussi question à cette réunion du bon fonctionnement des centres multi-ethniques de médiation et d'arbitrage appelés maisons des chefs. À propos de ces centres, au nombre de 22 pour l'heure, Maria Toukoni a demandé l'accélération de leur fonctionnement en réseau pour la paix définitive en Côte d'Ivoire. Du matériel technique d'une valeur de 11 millions de francs CFA à la radiodiffusion-télévision ivoirienne. C'est au nom de la Chine à la Côte d'Ivoire. Le matériel a été réceptionné hier par le directeur général, Fosseni Dambélé. Le point de Issaïo. La République populaire de Chine renforce sa coopération avec la Côte d'Ivoire dans le domaine de la communication. Elle vient de faire un important don constitué de caméras, de batteries, de chargeurs et de bien d'autres matériels techniques à la RTI, Radiodiffusion Télévision Ivoirienne. Ce matériel est réceptionné par le directeur de cabinet du ministère de la Communication et des Médias, qui, à son tour, le remet au directeur général de la RTI. Pour l'ambassade de Chine, la RTI est un partenaire important. Et pour nous, nous voulons renforcer la coopération entre l'ambassade de Chine et la RTI d'une part, et la coopération entre la CGTN et la RTI d'autre part. Pour nous, c'est très important de renforcer la coopération de ce domaine, puisque cela contribuera au développement des connaissances et des compétences mutuelles entre les peuples respectifs. Cela constituera une base solide de la coopération entre nos deux pays. Ce lot de matériel va renforcer la capacité de travail du média des services publics, selon le directeur général, Fosseni Dambélé. Nous avons un programme de coopération avec la République populaire de Chine à travers son ambassade en Côte d'Ivoire, qui est constitué entre autres d'échanges de programmes avec la chaîne publique CCTN de la République populaire de Chine. Et nous avons commencé la diffusion d'un certain nombre de programmes mis à notre disposition. Et c'est des choses qui vont continuer. Nous espérons bénéficier de programmes de formation. Aujourd'hui, nous avons déjà eu ces équipements qui viennent renforcer la capacité, le potentiel d'action de la RTI. Le directeur de cabinet, Jean-Martial Adou, représentant le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Tchomoko Touré, salue le geste de la Chine qui démontre l'excellente relation qui existe entre la Côte d'Ivoire et ce pays. Le ministère ne peut que saluer ce beau geste de la République populaire de Chine parce que la RTI en a bien besoin. Ce don pour nous traduit l'excellence, disons, de la coopération entre la République populaire de Chine et notre pays, la Côte d'Ivoire. Merci, monsieur l'ambassadeur, disons, pour cette générosité. Ce don de matériel technique est d'une valeur de 11 millions de francs CFA. Du football, vainqueur du tournoi UFOA à Lomé au Togo dimanche dernier face au Nigeria sur le score de 3-2. Les Éléphantos U17 ont regagné Abidjan lundi avec le trophée. À leur arrivée à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, ils ont été accueillis avec les honneurs par une délégation conduite par le ministre des Sports, Dao Paulin, et des membres du comité national de soutien aux éléphants CNSE. Avec cette victoire, nos pachydermes ont décroché leur qualification pour la CAN U17 au Maroc. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve à 7h.
Merci à Régis Kofi que nous allons retrouver. Donc, il a dit à 7 heures. Régis Kofi qui revient à ses premiers amours, les gilets. Allez, nous allons poursuivre. Ça part balle. Hein. Et oui, nous allons poursuivre cette émission et vous offrir maintenant du sport. Nous sommes mercredi et donc on va s'attarder un peu sur nos tout petits. On va parler de séances de cardio pour enfants et ce sera avec le coach Diabaté. Ces bouts de chou aujourd'hui qui ont motivé leurs amis, on l'espère, à effectuer, exercer ces quelques mouvements-là. C'est vrai que vous avez des tout petits cœurs remplis d'amour pour vos parents. Nous aussi, on en a pour vous. Il faut prendre soin de ce cœur-là au travers de la pratique sportive. Alors, du sport aux journaux, il n'y a qu'un seul passage, c'est le jingle. Et les infos avec la revue de presse. Nous sommes en compagnie de Renaud. Bonjour Renaud.
Bonjour Joël, bonjour Alix. Bonjour, bienvenue. Allez, on démarre avec les élections législatives. La clôture du dépôt des dossiers de candidature est repoussée de 2 jours. Tout à fait. Initialement prévu pour prendre fin aujourd'hui, la CEI a décidé d'accorder une rallonge de 48 heures aux candidats pour le dépôt de leur dossier, soit jusqu'à ce vendredi 22 janvier 2021. Cette décision, selon l'organe en charge des élections dans notre pays, fait suite à la requête formulée par les partis et groupements politiques. De quoi me motiver à me décider. Élections législatives toujours, les candidatures indépendantes se multiplient au sein du PDCI. Oui, le PDCI subit la désobéissance civile de ses candidats. C'est avec cette une que le matin décrit cette situation qui résulte, selon lui, des hésitations du comité mis en place par le parti pour étudier les dossiers des cadres désireux de se présenter à ces élections. Selon le confrère, plusieurs militants du vieux parti ont déjà déposé directement leur dossier à la commission électorale indépendante. Et justement, à ce sujet, de nombreux candidats ont décidé de se présenter en indépendant pour ces législatives. Oui, on compte dans les rangs de ces indépendants des recalés des primaires au sein des formations politiques, ceux qui sont presque certains de ne pas avoir l'onction de leur parti ou encore ceux qui ne sont affiliés à aucune chapelle politique. L'Inter révèle que ces indépendants se sont rendus en masse hier à la CEI pour le dépôt de leur candidature, tout en relevant que certains parmi eux sont en colère contre leur formation politique. Justement, on parlait du PDCI. Un de ses membres, en la personne de M. Maurice Kakou Gikawe, a été libéré de prison hier. Effectivement, le secrétaire exécutif du PDCI, qui est en ce moment en France pour des soins médicaux, a recouvré la liberté. Cette libération, qui est un autre signe de détente de la situation politique nationale, intervient après celle d'Afi Nguessan et le retour au pays d'Albert Mabry Touakeus. Selon Maître Atabi, l'avocat de l'intéressé qui a été interrogé par le Nouveau Réveil, son client va rentrer en Côte d'Ivoire après ses derniers examens médicaux. Et prenons la direction de la Maka, où une tentative d'évasion a été déjouée dimanche dernier. C'est ce que barre à une Soir Info, selon le confrère qui a recueilli les témoignages d'agents de sécurité de la MACA. Cette tentative pourrait être liée aux tensions enregistrées dans la prison le samedi dernier après la découverte d'une arme de guerre. Toujours selon le confrère, 2 éléments des forces armées de Côte d'Ivoire qui sont impliqués dans cette opération ont été mis aux arrêts. C'est rassurant. Alors, les éléphantos sont rentrés hier de Lomé avec leur trophée. Oui, tout à fait. Après avoir remporté le tournoi de l'UFOAB ce lundi, les U17 sont rentrés hier à Abidjan, vainqueurs du Nigeria sur le score de 3-2. Les poulains du coach Dao Lassina, en remportant cette compétition, ont validé leur ticket pour la CAN de leur catégorie qui se jouera au Maroc en mars de cette année. Nos jeunes héros ont été accueillis à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny par le ministre des Sports dans Paulin, qui leur a traduit toute la fierté de la nation. Et Renaud, une fois n'est pas coutume, refermons la revue de presse de ce jour avec une vidéo. Eh bien, la vidéo en question, on va la regarder ensemble avec la complicité de la régie et avec le doigté de Jacques Brou. Cette vidéo, c'est celle relative plutôt, on a l'image, cette image de Roger Fulgence Cassi, Roger Fulgence Cassi qui a disparu il y a 32 ans de cela maintenant, et malgré le temps, le souvenir de ce monstre sacré du paysage audiovisuel ivoirien demeure intarissable, et à l'instar de cette phrase qu'il a laissée à la postérité, RFK vivra à travers toutes les générations d'animateurs qu'il continue d'ailleurs d'inspirer dans ce pays. Tout à fait, effectivement, c'est une figure titulaire du monde de l'audiovisuel, considéré comme l'un des plus talentueux de sa génération, sinon le plus talentueux. Roger Fulgence Cassi nous a quittés il y a 32 ans. On regarde cet élément. Des hommes et des femmes sensibles à la chose musicale et capables d'apprécier un bon chanteur et une belle orchestration musicale. Podium vivra, 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 vivra.
Voilà, RFK, comme on aime bien l'appeler, Roger Fulgence Kassi. C'est vrai qu'on a cette émission à succès, qui est Podium, mais avec Roger Fulgence Kassi, il y a eu d'autres émissions encore comme Première Chance, comme Nangele, Superstar Station ou même Jamboree, des émissions comme Première Chance qui ont eu comme ça à révéler de grands talents comme Alpha Blondy aujourd'hui. La méga star Alpha Blondy. Et puis d'autres animateurs aussi qu'il a pris sur son aile, qui sont aujourd'hui avec nous encore et qui inspirent toujours. Donc franchement, il restera immortel dans la mémoire collective. Paix à son âme. Oui. Merci Renaud. Merci. Et on se revoit demain. Alors nous, on va basculer dans un tout autre univers maintenant et vous permettre de pouvoir découvrir cette vidéo de notre influent d'aujourd'hui. C'est Monsieur Adama Daïko. Est-ce que les parents sont là? Bonjour, je suis Adama Daïko. Je suis auteur de 6 livres, dont le 6e intitulé « La République autonome souveraine africaine du Doromican ». Depuis les classes d'école primaire, de collège, j'aimais raconter des petites histoires, des histoires drôles parfois connues. Ça m'a amené à aimer aussi l'humour. Je me suis formé sur le tas dans une compagnie de théâtre. Et il fallait relever un défi. C'était de démontrer qu'on pouvait être dans une compagnie de théâtre de quartier et avoir un minimum de base. Quel beau groupe de magistrats! Je suis déniché par un monsieur que je respecte beaucoup, un maître, je veux parler de Sidiki Bakaba, voilà, metteur en scène, où on a fait un stage avec notre compagnie Les Rigolos d'Abobo. Et voilà comment il me propose un rôle dans une pièce de théâtre majeure, Maître Harold, une pièce de Atol Fouga. Nous avions joué à l'Institut français à l'époque. Donc à partir de cette pièce, je suis parmi les comédiens de ma génération, celui-là qui prend le dessus. Voilà, donc désormais influent parce que n'importe qui ne joue pas avec Sidiki Bakaba. Donc je prends toutes mes techniques, toutes mes compétences de base de théâtre pour venir dans l'humour. Voilà comment, à travers des années d'émissions radio à l'Ocodrome, où le grand public me découvre, et je rentre maintenant dans le Doromican, qui est un nouveau concept. Un Doromican, c'est-à-dire un concept humoristique qui est en quelque sorte une satire qui critique, qui dénonce, qui conscientise et qui permet aux Ivoiriens et à l'Afrique de découvrir une autre manière de faire de l'humour après Jean-Michel Kaka. Donc voilà comment je m'impose sur le plan africain et je suis désormais référent, je suis désormais un exemple pour beaucoup de jeunes et ça a imposé notre façon de faire l'humour. Donc ce sont ces éléments-là qui aujourd'hui ont influencé et donné beaucoup de repères aux jeunes. C'est vrai, nous étions tous talentueux, mais il fallait quelqu'un pour dire non, je me mets au devant pour démontrer qu'on peut mettre l'économie dans l'humour. Voilà comment l'humour devient un métier et on découvre de nouveaux talents, de jeunes, à travers des castings qui aujourd'hui font la pluie et le beau temps de l'humour en Afrique francophone. Vous êtes vous-même votre propre patron, votre conscience vous interpelle. Parce que quand on vient dans ce métier, c'est parce qu'on veut y apporter quelque chose. Les gens ont créé, hein, les gens ont inventé, les gens ont transformé. Mais vous, quand vous arrivez, qu'est-ce que vous proposez de bien, de bon? J'étais arrêté derrière Diouf. Il n'y a pas de recette miracle. Le travail. Le travail, le travail. La passion et l'amour hein, qu'on a pour ce qu'on a choisi de faire comme métier. Quelquefois, dans votre parcours, vous êtes confronté à des difficultés. Mais ces difficultés ne sont pas des problèmes. Non, non, ce sont des solutions même, je veux dire, à vos problèmes. Si vous mettez dans votre conscience que ce ne sont pas des difficultés, mais des épreuves. Et pour les surmonter, il faut avoir le moral. Il a fallu que je sois candidat aux élections pour ne pas gagner et puis me rebeller artistiquement, voilà, je dis bien artistiquement, pour sortir la République du Doromican, où je deviens un président qu'on appelle Soumaïla Mbougou, que les gens aussi surnomment le dictateur bien-aimé, mais c'est dans l'humour. C'est-à-dire comment est-ce que j'allais gérer un État, comme un État africain, mais c'est dans le livre qu'on saura
ma vision de l'économie, de la culture et de pas mal de choses. Notre métier consiste à nous éclairer. Quand nous sommes sur scène, nous sommes éclairés, nous sommes vus. Mais quand il n'y a plus de lumière, vous n'êtes pas vus, vous êtes cachés. On se demande où vous êtes passé. Non, c'est en ce moment que commence la véritable carrière d'un artiste. Quand vous vous sentez seul, quand vous vous sentez abandonné. La consommation d'alcool et de la drogue. Tout métier d'art demande d'abord qu'on soit passionné. Voilà, on doit aussi ressentir chez celui qui a fait le choix un engagement artistique, un engagement personnel. C'est un métier qui demande qu'on ait d'abord le sens de l'observation, le sens de l'écoute, qu'on ait de l'imagination, de la créativité, de l'invention. Il faut avoir l'art vraiment de montrer autre chose. Donc, jeunes gens, vous voulez faire ce métier parce qu'on y gagne de l'argent, c'est bon, mais de grâce et l'humilité d'apprendre. Maintenant, si vous êtes lancé dans le métier et qu'il y a quelques années, mais vous gagnez un peu d'argent, il n'y a pas de souci, cherchez à vous former. On peut se former sans bruit, on peut se former comme dans la discrétion. Les maîtres sont là, ils peuvent vous coacher et ça va vous permettre de grandir et de continuer à faire ce métier. Présentez-vous, c'est quel nom? Il dit, je m'appelle Yapi. Il dit, ah, c'est beau ça. Et le prénom, c'est quoi? Il dit, Yapo. Et puis le blanc dit, ah bon, ben allez-y, parce que si je vous demande vos papiers, vous me direz Yapa. Voilà, Adama Daiko dans la rubrique Influent. On se rappelle déjà en 1998, il était élu 3e homme de l'année. Il est aussi écrivain avec cette œuvre « Chef, je veux gouverner la France » pour mieux comprendre l'Afrique. Pour cet homme pionnier dans son domaine, la cinquantaine bien sonnée aujourd'hui, il est forcément à la lumière. Ah, tout à fait, et il a mérité cette place au soleil, d'où la lumière, et il inspire encore des générations, il forme encore des hommes et des femmes pour être talentueux dans ce domaine qu'il a choisi, à savoir l'humour, le théâtre, le cinéma, parce qu'il est pluridimensionnaire. Alors, nous allons passer à une autre étape encore, une belle capsule avec nos téléspectateurs qui sont au cœur de ce programme-là pour vivre avec eux leur rituel du matin. Bonjour Matin Bonheur, bonjour à tous les présentateurs de l'émission Matin Bonheur. Nous sommes le couple Sabouyon Kelly et Djiri. Ce que nous faisons chaque matin quand on se réveille, nous avons un temps de méditation et de la prière ensemble. Et nous avons aussi une formation qu'on fait chaque matin avec notre équipe de l'ONG que nous gérons et le ministère Jeunes Adorateurs pour Christ. Et par la suite, on prend le petit déjeuner en famille et on travaille sur nos domaines d'activité qui est l'ONG Dieu Père des Orphelins que nous avons et avec les projets personnels également. Donc voilà comment organiser notre matinale tous les jours. Et vraiment, c'est un plaisir pour nous de partager cela avec vous. Merci beaucoup à l'équipe du Matin Bonheur pour cette opportunité. Et nous vous souhaitons une très belle matinée. Que Dieu vous garde et shalom. Shalom, shalom, shalom. Shalom à vous et surtout merci pour le sourire. C'est important aussi de débuter la journée avec le On voit qu'on est bien imité. Oui. Et puis on peut avoir son rituel matinal, on peut être à deux, voilà, on peut être à plusieurs pour pouvoir bien démarrer la journée et sans oublier, moi ce qu'ils ont dit dedans qui me plaît bien, c'est la méditation. Voilà. C'est très important. Des choses qui feront... Ah, on continue Alex. Eh oui, on poursuit donc pour ce 20 janvier 2021, vous le savez, ce sera l'actualité qui va mobiliser en tout cas toutes les attentions du monde. Aujourd'hui va prêter serment Monsieur Joseph Robinette Biden Jr. Vous l'aurez compris, le 46e président des États-Unis sera investi aujourd'hui du côté de Washington. Alors, nous sommes donc au 20e jour de l'année. Il nous en reste encore pas mal de temps à vivre. Et pour ce jour, nous fêtons les Saint Edmond. Pour les prénoms, nous partons en Arabie Saoudite, dans le Moyen-Orient. Et on pourrait prénommer les petites filles Naïla, c'est magnifique, celle qui atteint. Et elle atteindra ses objectifs. Et le garçon, ce sera Amir, qui veut dire prince. Et pour le proverbe du jour, à corriger un têtu, on perd son temps.
Eh ouais, faut pas perdre son temps. Tout au long de cette journée. Et ils sont nés un 20 janvier. Nous sommes en 1961 et nous avons Pierre Hermé à Colmar. Voilà, il est chef pâtissier, chocolatier français, héritier de 4 générations de boulangers, pâtissiers alsaciens. Il est désigné en 2016 meilleur pâtissier du monde par le classement, par un classement de tous les restaurants, 50 restaurants dans le monde. Et voilà, cette belle place qu'il a, M. Pierre Hermé. On rappelle qu'il est né à Colmar. Eh oui, c'est un grand ouvrier de France, comme on les appelle. Alors, 1948, c'est la naissance de Barbara Hendricks. Elle est chanteuse de voix soprano et elle est aux États-Unis. Voilà, une belle femme avec sa belle peau mate. On comprend ses origines un peu qui viennent de l'Afrique. Événement en 2001, on a la star interplanétaire Michael Jackson qui présente son fils en le tenant à bout de bras du haut d'un balcon. Ça fait un grand tollé. C'est ce qu'on appelait des buzz, hein, ce qu'on appelle ici dans notre univers des buzz. Franchement, ça a été le buzz. Ça a été depuis longtemps. Hein. Oui. Et en matière de créateur de buzz, Michael Jackson, franchement, il en a une panoplie. En 1999, un 20 janvier, la Chine lance la première capsule spatiale destinée à transporter des hommes. Et pour l'ONU, c'est en 1989 que l'adoption de la première convention sur les droits de l'enfant a été ratifiée. On reçoit la 3e entité, c'est Régis Kofi pour son flash. L'actualité internationale. C'est le D-Day aux États-Unis. Le démocrate Joe Biden va entrer ce mercredi à la Maison-Blanche à l'issue de la cérémonie d'investiture. 60 ans, jour pour jour après Kennedy, c'est un autre président démocrate qui prête serment. Joe Biden va devenir le 46e président des États-Unis avec pour la première fois une femme à ses côtés, à la présidence, à la vice-présidence. Kamala Harris, la priorité de ce début de mandat sera certainement de sortir les États-Unis de la crise économique dans laquelle le Covid les a plongés. Et parlant justement de Covid, les États-Unis ont franchi la barre de 400 000 personnes décédées. Il s'agit du plus lourd bilan mondial en valeur absolue. Quelques 10,6 millions de personnes ont pour le moment reçu l'un des 2 vaccins autorisés dans le pays. En France, le retard de livraison de Pfizer-BioNTech sera rattrapé à la fin du trimestre, assure la ministre de l'Industrie. Une annonce qui intervient le jour où débute dans ce pays la 2e phase de campagne de vaccination qui concerne les personnes âgées de plus de 75 ans, ainsi que les personnes à haut risque comme les patients souffrant d'insuffisance rénale chronique ou de cancer sous traitement. Sur le continent Centrafrique, dans une déclaration commune, les partis de l'opposition ont rejeté les résultats de la présidentielle du 27 décembre 2020, confirmés lundi par la Cour constitutionnelle. Ils dénoncent notamment des irrégularités et des fraudes. Et puis en Tunisie, des centaines de jeunes ont manifesté hier à Tunis et à Sfax pour protester contre la pauvreté et la classe politique. Après 4 nuits de troubles en raison de la profonde crise sociale, les troubles avaient éclaté vendredi dans plusieurs régions au lendemain du 10e anniversaire de la chute de Ben Ali, chassé du pouvoir par la foule le 14 janvier 2011. Lundi, le ministère de l'Intérieur a fait état de plus de 600 arrestations. Tous les voyageurs arrivant en Guadeloupe, à l'exception de ceux provenant de Martinique, doivent depuis lundi s'engager sur l'honneur à respecter un isolement de 7 jours. Une annonce qui tombe comme un coup de massue pour le secteur touristique de l'archipel. Réaction. Je suis inquiète parce que je pense qu'on va rentrer dans le même scénario que l'année dernière, trop tôt, puisque n'oublions pas qu'aux Antilles, nous sommes en haute saison. C'est une situation qui est catastrophique et c'est pour nous un coup de massue, je dirais, et encore un frein sur une activité qui était déjà bien handicapée. Cette mesure est déjà en application dans les îles anglophones de la Caraïbe et leur a permis jusqu'à maintenant de ne pas être débordés. Je pense qu'appliquée chez nous, elle ne devrait pas être une mauvaise solution. C'est vraiment le moyen de s'assurer que ne circulent pas des personnes qui pourraient se positiver
après leur arrivée sur le territoire. Voilà, très belle journée à vous. Retrouvez à présent Alix et Angeval pour la suite. Avec grand plaisir. Merci à vous, Régis Kofi. On se revoit demain jeudi pour le final de cette semaine vous concernant. C'est une autre heure qui commence maintenant avec des consultants que nous allons recevoir. Et on commence par le coaching. Et oui, de ces passages très appréciés depuis maintenant quelques semaines, on reçoit avec grand plaisir Monsieur Yannick Otto pour nous parler aujourd'hui de comment accomplir beaucoup en moins de temps. En un mot, comment optimiser son temps pour être efficace. Bonjour Monsieur Otto. Bonjour Alice. Bonjour Angeval. Bonjour. Bienvenue. Alors, on a essayé de stratifier un peu notre échange avec des éléments très importants. Déjà, vous allez nous parler de quelques méthodes efficaces. On démarre par laquelle? On démarre, on va dire, par la loi de Pareto, qui est la loi 80-20, qui est une loi économique, mais qui a tout son sens dans la gestion du temps et surtout qui a tout son sens dans la productivité et la performance. Vous voyez, la loi de Pareto, appelée loi 20-80, c'est une loi qui stipule que si un individu a 80%, n'est-ce pas, d'efforts à faire, dans ces 80% d'efforts, il y a seulement 20% qui sont, on va dire, à l'origine du résultat qu'il produit. Donc, si par exemple, il a 10 tâches, il y a seulement 2 tâches parmi les 10 qui sont susceptibles de lui apporter du résultat. Donc, ce qu'il devrait faire, il devrait trouver les 2 tâches parmi les 10 et s'occuper entièrement de ça avant, effectivement, de passer à autre chose. Comment trouver ces 2 tâches? Très bien. On va un peu revenir encore à ce qu'on avait dit la dernière fois. Rappel, c'est important. Bien sûr, parce que ça nous permet effectivement de pouvoir avancer. Donc, du coup, il doit se poser 2 questions. Quelle est la chose qui me permet de pouvoir obtenir plus? Donc, quelle est la chose qui me permet d'avoir un plus grand bénéfice? Ça, c'est la première question. Et ensuite, quelle est la chose qui est marquée par un délai? Du coup, si je ne fais pas ça, je peux risquer, par exemple, gros. Donc, l'urgence et puis, finalement, le niveau d'importance. Donc, la priorisation, la priorité, le caractère prioritaire de l'activité. Donc, ces 2 éléments-là lui permettent de se dire que ce sont ces 2 choses-là qui, si je me concentre là-dessus, me permettra naturellement de pouvoir avancer et de faire des choses beaucoup plus vite et beaucoup plus simplement, en fait. Et pour améliorer son efficacité, sa performance. Alors, dans cette méthode d'efficacité, on parle aussi de méthode de planification. Très bien. C'est très intéressant parce que la méthode de la planification a plusieurs ramifications. Permettez-moi la rime. Donc, la méthode de la planification, ici, il y a non seulement la planification stratégique, on le verra, la planification, on va dire, annuelle, mensuelle et journalière. Mais venons déjà à la planification. La planification, c'est le fait de pouvoir planifier à l'avance, de pouvoir poser sur papier à l'avance et structurer ce qu'on aura à faire. Et elle prend tout son sens et toute son importance parce que dans planifier, il y a plan. Donc, il y a plan d'action. Du coup, la plupart des gens qui font dans l'improvisation, qui ne planifient rien, qui ne prévoient rien, ils sont souvent dépassés par les événements, en fait. Donc, la planification a plusieurs aboutissements, comme je vous disais. Il y a la planification stratégique. La planification stratégique, si vous êtes manager, si vous êtes entrepreneur ou bien si vous êtes dans une entreprise, vous saurez très bien, on parle souvent aussi de plan stratégique. Ça permet de pouvoir dessiner les grandes visions de l'entreprise, les grandes visions de l'activité et ça permet surtout de pouvoir prendre de l'avance sur le marché ou encore sur nos concurrents. D'être dans la prospective. Tout à fait. Donc du coup, ça peut aller sur 5 ans, sur 10 ans, sur 15 ans. Ici, il s'agit de grandes visions et il s'agit de stratifier sur le temps. Vous voyez un peu. À côté de cela, il y a la planification annuelle. La planification annuelle nous permet de pouvoir planifier sur l'année en avance. Ensuite, il y a la planification mensuelle qui permet de prendre le mois, n'est-ce pas, avant qu'il ne commence et de pouvoir déceler les grandes activités qu'on aura à faire autres. Mais plus important, c'est la planification journalière et j'allais terminer par ça. Pourquoi c'est plus important? Parce que vous savez, on dit chaque jour suffit sa peine. Et la plupart des gens ne comprennent pas. Et ça, je profite pour lancer un message à tous ceux qui sont, par exemple, dans le domaine commercial et toutes ces choses-là. Quand vous voyez un commercial, la plupart des commerciaux oublient que 30 millions, par exemple, de chiffre d'affaires le mois, c'est 1 million par jour. Et s'il ne fait pas 1 million aujourd'hui, il sera amené forcément et obligatoirement à faire 2 millions demain, sinon 3 le jour suivant et ainsi de suite. Donc, du coup, si chaque jour n'est pas en train de travailler, il risque gros.
Donc la planification journalière permet de faire le checking, de savoir qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui concrètement pour avancer sur notre journée, pour avancer sur nos objectifs et pour avancer naturellement sur notre vie. Alors, Monsieur Tho, de cette planification bien organisée, bien segmentée, annuelle, mensuelle ou journalière, comment on fait la nuance entre la planification et l'organisation? Très bien. Vous voyez, l'organisation, c'est le tout, n'est-ce pas? Où on peut tout fourrer, n'est-ce pas? C'est le fou-tout. L'organisation, par exemple, prenons une entreprise, prenons une structure, vous voyez. L'organisation, c'est tout ce qui concerne l'entreprise en quelque sorte. Or, la planification, c'est ce qui vous concerne dans l'entreprise qui est pluridimensionnelle. On peut avoir, par exemple, une entreprise qui fait dans, je ne sais pas moi, qui fait dans le BTP, en même temps qui fait, par exemple, dans la vente de produits cosmétiques, ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de choses. Il y a plusieurs branches. Il y a plusieurs branches. Vous êtes, par exemple, on va dire, au marketing. Donc, votre planification, ça ne sera pas forcément de trouver des stratégies pour tel ou bien tel truc. C'est votre département. Donc, la planification va se axer sur des activités qui sont basées sur vous, des activités qui vous concernent et sur lesquelles vous avez un pouvoir, sur lesquelles vous avez de l'influence. Donc, en arrivant à, comment je vais dire, en arrivant à mettre le doigt sur des activités-là qui vous concernent et naturellement sur des activités-là qui permettent de pouvoir avancer dans votre domaine, vous êtes en train de planifier. Donc, vous n'allez pas forcément vous occuper de toute l'organisation, mais vous allez renvoyer ça à vous et à votre rôle dans cette partie de l'organisation. C'est ça la planification. C'est votre plan, en fait. Alors, c'est vrai qu'on va poursuivre avec ces méthodes d'efficacité là pour mieux comprendre le sujet, mais rapidement, le lien entre la gestion de temps et cette efficacité personnelle, professionnelle. Très bien. Regardez quelque chose, encore une fois. Au fait, les Américains le disent, time is money. Mais au fond, time is life. C'est-à-dire, le temps, c'est la vie, au fait. Du coup, quand on n'est pas en train de prendre soin du temps, quand on n'est pas en train de mettre à profit le temps, on n'est pas en train de faire bouger sa vie, et ça, dans n'importe quel grenier, on va dire, dans n'importe quel type de domaine. Quelqu'un qui ne gère pas bien son temps, il aura des répercussions sur sa vie de couple, il aura des répercussions sur ses finances, il aura des répercussions sur son social, il aura des répercussions sur pas mal d'aspects, sinon sur tous les aspects de sa vie. Du coup, quand on aide les gens à améliorer bien le temps, ce qu'on fait par derrière, on les aide à devenir beaucoup plus productifs et beaucoup plus performants, et ce, dans tous les aspects de leur vie. Voilà un peu l'imbrication, effectivement, de... Et justement, hein, quand on n'a pas forcément cette bonne planification, cette bonne organisation, là, on remet les choses à demain, on se retrouve dans une sorte de procrastination. Mais ici, vous nous parlez d'une autre méthode qui est la méthode de la procrastination active. Qu'est-ce qu'elle est? Bien sûr. Procrastination créative. Créative. OK, super. Déjà, il faut déjà expliquer aux téléspectateurs, pour ceux qui n'ont pas suivi la dernière fois, ce que c'est que la procrastination. La procrastination, c'est le fait de remettre au lendemain ce qui est important pour nous. Donc, par exemple, il y a quelque chose de très important et je remets ça au lendemain. C'est une habitude qui est néfaste. Mais là, on parle de procrastination créative pour nous aider à performer et pour nous aider à devenir beaucoup plus productifs. Voici un peu de quoi il s'agit. Il s'agit ici de reporter, mais cette fois-ci, de reporter des éléments de la case numéro 4. Pour rappel, on avait dit la semaine dernière que les éléments de la case numéro 4 sont des éléments qui sont ni importants et ni urgents. Exemple pratique. J'ai envie d'aller sur Facebook, sachant que j'ai des choses très, 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 très importantes pour moi à faire. Je vais dire, j'irai, mais j'irai après. J'ai envie, par exemple, d'aller à un anniversaire, à un baptême, à un mariage, ou bien tout ce que vous voulez. Sachant que, par exemple, je dois préparer mon mémoire et c'est juste pour lundi. Il me reste juste 2-3 jours. J'ai le week-end pour faire ça. Donc, je vais certainement dire que j'irai, mais peut-être j'irai une autre fois, ou bien à un autre mariage. Ou bien j'ai un film à regarder, sachant que j'ai des choses très importantes à faire. Je vais dire, je vais regarder peut-être la rediffusion. Et ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois quand on se met à remettre surtout des choses qui ne sont pas très importantes, notre cerveau et notre organisme retient que cette chose-là n'est pas importante. C'est pourquoi Alice, c'est pourquoi Angeval remet ça. C'est-à-dire pour notre cerveau, à chaque fois qu'on remet quelque chose, ce n'est pas important. Du coup, il ne faut jamais remettre ce qui est important pour nous. Parce que si on remet ce qui est important, le message qu'on envoie à notre subconscient, c'est que ça, ce n'est pas important. C'est pourquoi beaucoup de gens sont dépassés par leur carrière. C'est pourquoi beaucoup de gens, par exemple, n'arrivent pas à performer sur telle chose et n'arrivent pas à prendre effectivement le pouls de la chose parce qu'ils ont pris l'habitude de reporter ça. Donc, ton organisme ne peut pas t'aider. Tu lui as dit, ce n'est pas important. Report égale à pas important, en fait. Donc, ici, cette méthode-là va consister à reporter des choses qui ne sont pas importantes et surtout qui ne sont pas urgentes. Comment on fait le tri des choses importantes et des choses pas importantes? Petit rappel pour ceux qui n'étaient pas là. Encore une fois, qu'est-ce que ça m'apporte? Est-ce qu'il y a un objectif à atteindre?
S'il y a un objectif à atteindre, si ça m'apporte quelque chose, c'est important. Première des choses. Est-ce que si je fais ça, je risque... Est-ce que si je ne fais pas ça, je risque quelque chose? Est-ce qu'il y a une conséquence qui est liée, par exemple, au temps? Au fait que si je ne fais pas ça maintenant, je risque quelque chose. Donc, si la réponse est non, je reporte. Tout simplement, je reporte. Alors, dans cette démarche de productivité-là, il y a ce que vous avez appelé aussi la méthode ABCDE. Super. La méthode ABCDE, ça donne l'impression qu'on est en train d'apprendre ou encore de réapprendre l'alphabet aux téléspectateurs. Mais en fait, c'est une méthode mémotechnique qui permet de pouvoir retenir facilement un certain nombre de choses sur la gestion du temps. Voici ce qui se cache derrière ces lettres. Quand vous arrivez au boulot, quand vous arrivez au travail, vous allez prendre ce qu'on appelle la to-do list. La to-do list, c'est la liste des choses à faire. Et cette liste-là, vous allez commencer par marquer vos engagements, vos tâches, vos priorités de la journée et toutes ces choses-là que vous devrez accomplir dans la journée. Une fois que ça c'est fait, vous allez regarder encore une fois leur ordre de priorité et surtout aussi leur ordre effectivement de péremption. Et vous allez commencer par leur donner une note ou encore un chiffre, vous allez attribuer un chiffre. Donc vous allez mettre A pour des activités qui sont importantes et urgentes. Donc ça veut dire que c'est des activités par lesquelles vous devez commencer. En gestion du temps, on commence toujours par le plus difficile. Ce n'est pas comme quand on était à l'école où on disait non, fais ce que tu comprends, après tu vas faire autre chose. Non, non, en gestion du temps, on fait ce qui est difficile. Même si tu ne comprends pas, si c'est compliqué, parce que plus c'est difficile, c'est important pour toi. Donc, souvent, certaines personnes fuient certaines choses parce que c'est difficile. Mais parce que c'est difficile, ça veut dire que c'est important pour toi. Donc, A, ici, c'est pour des choses à faire absolument. Donc, A est mis pour absolument. B est mis pour bien après les A. Donc, B, bien après les A. Je fais ces activités-là bien après que j'ai fini avec les activités de niveau A. Ensuite, C, donc A, B, C, D, E. C, on conclut par là. Ce type d'activité-là, on finit la journée avec ça. Ça peut être, par exemple, de rappeler quelqu'un qui avait laissé un message, par exemple, et toutes ces choses-là. Donc, on finit par ça. D, c'est surtout des activités à déléguer. Et j'insiste là-dessus. Parce que, vous voyez, quand on voit un manager, un cadre, un employé, tout simplement, en train de faire toutes les courses, ça veut dire qu'il est en même temps coursier. C'est lui qui gère la facture. C'est lui qui envoie les enfants à l'école, qui les reprend. C'est lui qui fait la photocopie. On se pose la question, à quel moment il va penser stratégie? À quel moment il va apporter l'orientation? Comment je vois un manager qui est en train de faire toutes ces tâches-là? Il y a un gros défi dans sa délégation. Donc ici, ce sont des activités que quelqu'un d'autre peut faire et surtout, il peut faire ça mieux que vous. Ensuite, on a E, pour finir. Donc E, ce sont des activités à éliminer. Ça ne nous apporte rien. Et en plus, si on ne fait pas ça, on ne perd rien. Donc, à éliminer tout simplement. Donc, c'est ça, A, B, C, D, E. Il faut garder A, B, C, D, E en l'esprit pour pouvoir être beaucoup plus productif. Alors, toujours sur la même lancée de la productivité et de pouvoir être efficace en un laps de temps assez réduit, parce qu'on n'a pas finalement toute la vie pour tout faire. Il faut être organisé. On parle d'actualisation de compétences clés. Qu'est-ce à dire? Actualisation des compétences clés. Vous voyez, il est prouvé scientifiquement que plus un individu est performant, plus il maîtrise effectivement les compétences de son domaine et plus il gagne du temps. Vous voyez, prenons un exemple pratique. Vous êtes un manager, vous êtes un cadre, vous confiez un travail à un employé qui consiste par exemple à faire un PowerPoint, une présentation. S'il ne maîtrise pas, là où il allait passer juste 5-10 minutes pour finir ce job, il peut vous faire 5 heures, sinon toute une journée. Vous allez penser qu'il n'a pas envie de faire. Vous allez penser qu'il n'est pas motivé. Au fond, ce n'est pas toujours le cas. C'est souvent qu'il ne comprend pas comment faire ou encore il ne sait pas bien le faire. Donc, ce qu'il devrait faire, il devrait mettre une pause et aller actualiser ses compétences. Là, je vais dire quelque chose qui va peut-être choquer un peu les téléspectateurs, mais c'est dans le bon sens au fait. Vous voyez, si vous avez eu un master 2 par exemple, et qu'il y a 5 ans que vous avez eu le master, aujourd'hui, vous êtes dépassé. C'est un peu comme si votre master n'est plus valable. Pourquoi? Parce que les spécialistes s'accordent à dire que l'information double chaque 5 ans. Donc, ce que vous avez appris, ce que vous avez acquis du temps où vous étiez à l'école, si en temps, vous n'avez pas lu, vous ne vous êtes pas formé, vous n'êtes pas allé, on va dire, travailler à votre formation continue, vous êtes dépassé. Beaucoup de cadres, beaucoup de gens sont dépassés comme ça dans les structures, mais parce qu'ils ne savent pas, parce qu'il n'y a pas d'évaluation à nouveau, ou parce qu'ils sont dans un système où l'évaluation n'est pas mise de mise, ils pensent qu'ils ont le niveau, ils font le malin, ils tournent, jusqu'à ce qu'ils soient peut-être amenés à sortir de ce caca-là et se rendre compte, quand ils sont dans une autre situation, que là, ils sont dépassés. Il y a une carence. C'est même l'une des raisons pour lesquelles, quand un individu change d'environnement, il peut performer
comme il peut dégringoler. Pourquoi? Parce que supposons qu'il est dans une organisation qui est moins sérieuse, on va dire moins sérieuse, n'est-ce pas? Ou bon, il est compétent, il n'est pas compétent, on fait avec. Et puis là, il sort de là, il rentre dans une organisation où il est noté, il est marqué sur sa compétence. À ce niveau-là, si on l'évalue, on se rend compte qu'il y a une carence et il passe à côté de sa carrière. Donc ici, ce qu'il faut faire, il faut déjà identifier les compétences qui nous manquent, les compétences dont on a besoin. Et petit rappel, c'est que dans tous les domaines, il y a des compétences clés qu'il faut maîtriser, n'est-ce pas? Je ne sais pas s'il y avait un exemple. Prenons par exemple peut-être un commercial. Un commercial, c'est quoi? C'est le relationnel. C'est l'approche, c'est la prospection. Donc, si c'est quelqu'un qui est timide, il faut qu'il parte travailler sa timidité. Sinon, ça va lui causer un gros défi et il ne pourra pas vendre. Et un jour ou l'autre, il sera dépassé et rattrapé par cela. Donc, il faut prendre conscience de cet état de fait. Tout à fait. Alors, dans tout ce que vous dites, l'on pourrait se dire comme ça que nous allons travailler dans le stress, ce qui est très dangereux déjà pour nous de travailler dans le stress. Alors, dites-nous, bénéfique ou pas le sentiment d'urgence? Parce qu'on se dit qu'il faut aller vite souvent. Très bien. Voici quelque chose. C'est-à-dire travailler sous l'urgence, c'est-à-dire quand nos projets, quand nos tâches nous ont rattrapés, ce n'est pas bénéfique. Par contre, quand on a le temps et que la date n'est pas encore arrivée et qu'on se met volontairement un sentiment d'urgence, là, on décuple la performance. Vous savez, dans nos formations, il y a un principe qu'on enseigne à nos participants qu'on appelle l'autodérangement anticipé. L'autodérangement anticipé. J'explique pour que les gens puissent comprendre, les téléspectateurs puissent comprendre. Au fait, l'autodérangement anticipé, c'est le fait de se mettre la pression avant que la pression ne soit réelle. C'est le fait de se contraindre à faire des choses avant que les situations, les circonstances extérieures ne soient amenées à nous contraindre à le faire. Exemple pratique. La COVID-19 a fait comprendre aux entreprises qu'elles devraient changer leur manière de travailler. Celles qui avaient compris déjà, avaient déjà commencé par faire des choses... Par intégrer les mécanismes tels que, par exemple, le télétravail, tels que faire des visioconférences, des choses comme ça. Et ça se passait plus ou moins bien. Donc, ces entreprises-là, quand la COVID est arrivée, elles n'ont pas été trop challengées parce que dans leurs habitudes, elles ont appris à faire les choses comme ça. Vous voyez un peu? Elles ont déjà été ce qu'on appelle digital ready. Donc, elles ont fait avec l'air du temps. Celles qui n'avaient pas intégré ça, elles ont été bousculées. Et elles ont trouvé des excuses pour dire qu'à cause de la COVID, ça n'a pas décollé, ça n'a pas fait ci. Mais le truc, c'est que quand un événement vient, l'événement est implacable. C'est votre réaction à l'événement qui va changer le résultat. La COVID, personne ne l'a convoquée. Elle est là. Il faut faire avec. Tout à fait. Alors, nous, ici sur ce plateau, on essaie de donner des éléments aux téléspectateurs afin qu'ils soient beaucoup plus performants, percutants pour leur évolution. Alors, au même titre, dans la même lignée, on parle aussi de l'identification des contraintes majeures à l'efficacité. Qu'est-ce que c'est? Très bien. Aujourd'hui, on a beaucoup de nouveaux thèmes et on va essayer quand même de faire terre à terre pour que nos téléspectateurs puissent comprendre. Vous voyez, quand un individu est en train de faire une tâche, avant même qu'il accomplisse une tâche, il y a des choses qui l'empêchent. C'est un peu comme quelqu'un veut se marier et il y a des obstacles. Ça peut être par exemple que sa belle famille ne l'apprécie pas. Ça peut être par exemple le fait qu'ils ne sont pas de la même religion, ainsi de suite. Ce sont autant de contraintes qui empêchent l'obtention de l'objectif. Avant même de pouvoir poursuivre l'objectif, l'individu devrait définir ou encore mettre le doigt sur ces contraintes-là et voir dans quelle mesure il puisse lever chacune des contraintes. Sinon, il aura beau forcer, il aura beau faire, il ne pourra pas. Exemple pratique, quelqu'un veut apprendre à parler l'anglais. Il se rend compte que sa contrainte, c'est la honte. Parce qu'à chaque fois qu'il essaie de placer un mot, on se moque de lui, des choses comme ça. Tant qu'il ne gère pas la honte, vous allez lui donner tous les livres d'anglais, je ne sais pas moi, Michel Thomas, méthode pour parler l'anglais, ceci, cela, rien ne va rentrer. Il peut même aller faire un pays anglophone, ça sera très compliqué. Parce qu'il y a une contrainte à l'efficacité qui est la honte ou qui est la gêne. Donc, nous, notre job en tant que coach, c'est de permettre aux individus d'identifier leurs contraintes à l'efficacité et de leur permettre de pouvoir enlever cette contrainte. Quand la contrainte est levée, c'est un peu comme si vous levez le pied sur le frein, la voiture peut partir, simplement. Donc, l'individu peut faire ce travail-là lui-même. Et justement, comment il arrive à faire ce travail-là? Par quelle méthode? Très bien. Il y a déjà deux choses. Il peut se faire accompagner ou se faire coacher. Sinon, voici ce qu'il peut faire. Il peut quand même essayer d'entrer en contact avec son environnement. Vous voyez, les gens sont notre miroir. La plupart des gens sont
voient ce que nous, on ne voit pas. Donc, ils vous aideront à mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Ils vont vous dire, par exemple, mais à ce niveau-là, il faut vraiment prendre de la hauteur. Parce que beaucoup de gens, je veux dire, n'apprécient pas les critiques. Mais il faut être ouvert. Vous voyez, par exemple, quand on vient à l'émission, quand on finit, je demande à certaines personnes, comment vous avez trouvé? Comment c'était? Je crois que beaucoup de gens m'ont dit, tu parles trop vite. Donc, j'apprends à poser le ton. Oui. Donc, ça aussi, c'est une contrainte. Je parle trop vite parce que naturellement, je suis passionné. Donc, quand je parle, j'ai envie de tout donner, toutes ces choses-là. Mais il faut, parce qu'on a l'antenne, les gens nous écoutent, il faut apprendre. Donc, vous voyez que je commence par essayer de poser le ton, même si ce n'est pas forcément évident. C'est également ça la contrainte. Donc, la contrainte, on l'identifie en demandant à ceux qui nous connaissent mieux que nous. On peut demander à Angeval, à Alice, à son collègue, à son patron, à sa femme, à son ami, mais on lui dit sincèrement que je te demande ça parce que je veux m'améliorer, je veux changer ça. À ton avis, qu'est-ce que tu penses qui bloque et qui m'empêche de pouvoir avancer? Quand il nous dit ça, on se met au travail. Bien sûr, et c'est aussi un signe d'humilité. C'est cela. Merci beaucoup. Alors, c'est vrai que vous nous emmenez à nous surpasser. Dans ce surpassement-là, il faut rester focus. Il faut avoir un seul objectif, une seule chose à la fois. Alors, parlez-nous un peu, dans plus d'explications, de cette loi du focus. Très bien. La loi du focus, vous voyez, c'est également la loi de la concentration. Quelqu'un a dit que notre attention va là où notre énergie se dirige, ou du moins notre énergie va où notre attention se dirige. Qu'est-ce que ça veut dire au fond? Ça veut dire, quand vous posez votre regard ici, quand vous posez votre regard, par exemple, sur cette tasse-là, Matin Bonheur, tout de suite, vous oubliez tout l'environnement qui est à côté. La plupart des gens ne performent pas parce qu'ils font 10 000 choses à la fois. Ils pensent que être performant, c'est être forcément multitâche. Ils font ci, ils font ça. Les spécialistes s'accordent à dire que quand on fait une activité, on a 100% une activité. Quand on fait 2, l'attention se fractionne. Quand on fait 3, l'attention se divise encore. Vous voyez? Donc, si je dois faire 3 ou 4 choses à la fois, mon attention est fractionnée et je ne peux pas être à 100%. C'est pourquoi il faut mettre, et ça va étonner les gens, il faut mettre les œufs dans le même panier et surveiller le panier. Parce qu'à vouloir mettre un œuf ici, un œuf là, un œuf ici, un œuf là, au fond, on ne fait rien et on n'est pas forcément. Et si on ne surveille pas les autres paniers, les œufs peuvent se casser. C'est cela. Donc, on met tous les œufs dans le même panier et on surveille le panier. C'est ça la loi du focus. C'est de donner toute son attention, toute son énergie à notre projet, à notre tâche. Quand on finit, on passe à autre chose. Quand on finit, on passe à autre chose. Mais au moment où nous sommes en train de faire, toute notre attention est dirigée là. Vous voyez là, actuellement, il y a des caméras qui sont là, mais ils sont focus, ils sont en train de faire ce pourquoi ils sont trucs. Il ne peut pas être en train de faire la caméra et tourner ici, passer ici, faire autre chose. Ça le défocus. Pour être excellent, pour être performant, il faut rester focus. Une seule chose à la fois. Tout à fait, une seule chose à la fois pour être beaucoup plus efficace. Alors, la prochaine étape pourrait susciter beaucoup d'étonnement de nos téléspectateurs parce qu'on a tendance à l'entendre dans des milieux où on parle de suprématie, de domination, diviser pour mieux régner. Comment on divise pour mieux régner en étant efficace et, j'ai envie de dire, consensuel? C'est cela, c'est cela. Ouais, à chaque fois que j'explique cette méthode-là, j'aime prendre l'exemple de la pizza royale par exemple. Quand vous demandez à quelqu'un, est-ce que c'est possible un individu de manger une pizza royale? Pizza royale. En général, il va te dire non, mais c'est trop grand. Si je dois manger ça, je dois manger avec quelqu'un et toutes ces choses-là. Mais je peux vous assurer, je vais vous donner une technique, une méthode qui va vous permettre de pouvoir, on va dire, avaler une pizza royale, mais en un laps de temps. Évitez aussi de gloutonner et la gourmandise. Voici ce qu'il faut faire. Au fait, en 30 secondes. En 30 secondes. Quand vous divisez la pizza, n'est-ce pas, par exemple en 10 pas ou bien en 6 pas, ça devient beaucoup plus motivant pour pouvoir aller jusqu'au bout. Quand le projet, la tâche, n'est-ce pas, à faire, quand c'est colossal, quand c'est grand, ça nous inhibe. C'est-à-dire, on perd nos forces. Beaucoup de gens n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs parce que c'est trop grand. Il faut rêver grand, soit, mais il faut accepter de le fractionner. Mon rêve, par exemple, c'est peut-être de devenir, je ne sais pas moi, un conférencier à l'international qui est capable de remplir un stade. Mais bien avant, il faut que j'apprenne déjà à faire ci, à faire ça, à faire ci, à faire ça, à faire ci. C'est en commençant par régler toutes ces petites étapes-là que je serai un matin en train de faire des choses grandioses.
Merci à M. Yannick Otto que nous avons reçu ici rapidement pour ajouter. Sachez que dans cette méthode d'efficacité, on parle aussi de travailler selon un sentiment d'urgence, on l'a dit ici. Et n'oubliez pas d'être assidu et régulier. Nous allons le retrouver un autre jour pour décortiquer encore ces sujets qui vous permettent d'être en harmonie avec vous et les autres à la maison et aussi au travail, pourquoi pas. Merci beaucoup à vous. Nous allons parler maintenant famille, car nous sommes mercredi. On y va. Effectivement, la famille prend ses droits ici dans cette émission maintenant au travers de cette rubrique-là. Alors, qui n'a jamais entendu dire cette phrase « La vie n'est pas un long fleuve tranquille » et l'événement qui va nous occuper aujourd'hui peut rentrer dans cet ordre-là. C'est vrai que des fois, on vit nos vies paisiblement, mais des événements ou des incidents peuvent se passer en cours de chemin. Il va falloir y faire face. Je vous donne ici le libellé du sujet. Enfant adultérin dans le couple, que faire? La question, elle est directe, mais elle doit être décortiquée avec le docteur Tano Laura. Bonjour, docteur. Bonjour, Alix. Bonjour, bienvenue. Bonjour, bienvenue. Alors, déjà, comment définissons-nous un enfant adultérin? Eh bien, un enfant adultérin, c'est un enfant qui a été conçu dans une relation adultère, c'est-à-dire hors mariage, mais avec au moins un des deux parents déjà engagé avec quelqu'un d'autre. Très bien. Alors, après la définition de l'enfant adultérin, on peut se demander, mais quelles sont les causes de cette survenance? La survenue de l'enfant adultérin. C'est tout simplement l'infidélité, la rupture du contrat moral qu'on constate, parce qu'une infidélité est établie par le fait de ne pas respecter le serment prêté lors du mariage. Quand on se marie, on promet fidélité à son conjoint ou alors, tacitement, chacun des conjoints pense être l'élu de l'autre, la personne avec laquelle elle va faire le reste de sa vie, donc elle va établir sa famille. Et le premier maillon de la famille qu'on construit, ce sont les enfants. Donc, faire un enfant adultérin, c'est trahir le schéma initialement annoncé à travers un mariage ou une alliance conjugale. Justement, vous avez fait intervenir ici le mariage comme base. Est-ce à dire que quand nous sommes dans un contrat d'union peut-être même libre, mais quand on sait que sous nos tropiques, ces contrats-là ont une durée des fois éternelle, que survient un enfant adultérin, on ne prend pas la chose de la même manière? La survenue d'un enfant hors relation, on va dire, est un choc pareil. Seulement, la notion d'adultère intervient quand il y a contrat de mariage. Autrement, sur le plan psychique, quand on est en relation, que l'on soit marié ou non, quand on est dans une relation affective avec une personne et qu'il se trouve que cette personne-là ramène un enfant d'une autre relation, c'est un cataclysme. D'ailleurs, je n'ai jamais vu une personne apprendre l'existence d'un enfant hors relation, hors mariage, et rester impassible. Même si, dans le couple légalement constitué, il y a un problème d'infertilité, la survenue d'un enfant hors mariage remet toujours en cause le fondement même du mariage qui est de se dédier l'un à l'autre exclusivement. Alors, on va entrer dans le vif du sujet. Votre conjoint ou conjointe vous ramène un enfant adultérin. Comment il fait face? Déjà, il faut préparer l'annonce. Pour préparer l'annonce, je vais dire, plus tôt c'est fait, mieux c'est. Parce que si on apprend l'existence d'un enfant adultérin alors qu'il a déjà 11 ans, c'est différent de si on apprend la même nouvelle pendant que l'enfant est à la maternité. Donc plus tôt cela est annoncé, plus le temps de trahison est réduit. Parce que garder le secret, ça veut dire continuer dans le mensonge, continuer dans les cachotteries. Et c'est ce qui est le plus blessant, parce que pendant que le conjoint, la personne qui a l'enfant adultérin, sait l'existence de cet enfant-là, sa vie de couple continue. Donc du coup, quand vous apprenez qu'il y a un enfant adultérin, vous avez tendance psychiquement à retourner jusqu'au point de départ. Depuis quand l'enfant, il existe, depuis quand, il a quel âge, il est où, qu'est-ce que je n'ai pas vu venir. Et tous les événements ou toute la proportion de vie conjugale qui couvre l'existence de cet enfant est remise en cause parce qu'on se dit,
on a été floué et il y a erreur sur la personne parce que pendant que nous étions dans une perspective, le conjoint était dans une autre perspective. Alors, docteur, l'approche sera sûrement différente, hein, que ce soit l'homme ou la femme. C'est clair que la proportion est beaucoup plus à l'actif des hommes, mais de plus en plus aussi, on remarque que des femmes aussi sont, on va dire, au cœur même de la problématique. Alors, comment appréhender quand c'est une femme qui vient avec un enfant adultérin, parce que de facto, c'est elle qui porte l'enfant, ou quand c'est un homme? C'est vrai que l'enfant adultérin de la femme est plus difficile à identifier parce que c'est elle qui porte la grossesse. Donc, ça suppose qu'il y a des circonstances qui vont révéler l'origine. Ces circonstances-là peuvent être médicales. Si, par exemple, on sait qu'à telle période, je n'ai pas eu de rapport intime avec mon épouse ou que j'étais absent du foyer conjugal, il va de soi que c'est la preuve que l'enfant n'est pas du papa. Donc, ça induit d'autres aspects qui vont quand même secouer le couple parce que l'ego est mis en jeu. Un homme qui apprend que sa femme a un enfant d'un autre homme, en dehors de la trahison, il y a son image même de fertilité qui est mise en cause. Alors, docteur, nous allons rentrer un peu dans nos familles. Nous allons aller chez ceux qui vivent cette situation-là. Un homme qui a un enfant, je suis un homme dont je prends l'exemple des hommes, un homme qui a un enfant adultérin, oui. Il doit annoncer cette nouvelle à sa femme. Vous êtes conseillère conjugale. Oui. Quelles sont les techniques? Qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, préparer le terrain. Oui. Si on est dans une accalmie dans le foyer et que la nouvelle tombe, ça vaut mieux que si on était déjà dans une crise, alors que malheureusement, certains hommes profitent d'une crise pour balancer la sauce. Ils se disent de toute façon, on ne s'entend pas. Donc à ce moment-là, il y a un comportement de défiance, il y a très peu d'égards vis-à-vis de la personne avec laquelle on vit et on en profite pour annoncer l'existence de cet enfant-là. Mais les effets sont plus dévastateurs. Donc préparer le terrain, ce serait déjà apaiser l'atmosphère à la maison et idéalement, l'annoncer soi-même plutôt que de le faire savoir par un intermédiaire. Souvent, on est dans ses petits souliers parce qu'on se dit on n'a pas envie d'assister à la scène, à la façon dont la personne va réagir. Donc, on envoie soit des intermédiaires, des émissaires. Et cela aussi est très mal vécu par la personne qui vit la trahison parce qu'elle se dit mais pourquoi on ne me l'annonce pas? Pourquoi mon conjoint ne me l'annonce pas lui-même et qu'il passe encore par des émissaires. Donc, idéalement, il serait intéressant, même si vous avez besoin de vous adosser à un témoin pour qu'il vous donne la force, il faudrait que ça vienne de vous-même et que vous soyez présent pendant l'annonce pour limiter les dégâts émotionnels. Alors, docteur, on est dans un cas de figure où voilà, les choses ont déjà été faites, l'enfant est en route et il arrive, l'annonce a été faite. Comment jeter les bases de la gestion de cette nouvelle existence? Bien sûr, après l'annonce vient l'étape de la gestion de la crise consécutive à l'apparition de l'enfant, parce que l'enfant, il existe, on l'annonce. Et on ne passe pas directement à la prise en charge de l'enfant. Il y a une période intermédiaire qui est la gestion de la crise consécutive à l'annonce. Donc ça va donner quoi? Ça va donner déjà, dans un cas de figure le plus courant, le refus de la femme. On va parler beaucoup de la femme parce que c'est la femme qui subit le plus. Oui, c'est le modèle qui est beaucoup plus, le plus fréquent. Oui. Donc, le refus de la femme d'accepter déjà que son mari ait un enfant hors mariage. Donc, ce refus-là va donner lieu à une crise. Et la crise va durer ou être brève en fonction de comment cette crise-là même est gérée. Si on fait profil bas et qu'on commence à rassurer l'épouse, alors il va de soi qu'on aura plus de chances de lui faire accepter la nouvelle. Mais si on se dérobe à affronter la femme et qu'on met au milieu le fait que c'est mon enfant, c'est aussi mon sang, on ne peut pas faire outre, qu'on est dans la défiance ou dans la désinvolture, la crise va se prolonger. Souvent, on fait intervenir les parents, mais pas n'importe lesquels. Si, par exemple, on fait intervenir les parents du mari, c'est-à-dire les grands-parents de l'enfant, il va de soi que les grands-parents, ils ont tendance à dire que les enfants dans le mariage et les enfants hors mariage sont pareillement
mes petits-enfants. Donc, ils ont tendance à banaliser le ressenti de l'épouse qui est blessée. C'est pour cela qu'il faut faire intervenir, même si ce sont des parents, mais pas les grands-parents de l'enfant adultérin, parce qu'ils sont subjectifs, ils ne sont pas objectifs. Ce n'est pas un reproche, mais ils aiment également les enfants hors mariage que les enfants dans le mariage. Donc, ils n'ont pas l'objectivité requise pour arrondir les angles. En cela, les témoins peuvent nous être utiles parce qu'ils jouent leur rôle, c'est le rôle des témoins, déjà d'accompagner le couple et de résoudre les problèmes. Donc, plus la femme est sensibilisée, est amadouée, plus le conjoint victime, on va dire, est amadoué, mais justement, comment se fait la pratique de l'exercice pour rassurer le conjoint victime comme déjà vous l'appelez? Verbaliser, parce qu'on se dit, mais pourquoi... Quand on sait qu'il y a trahison, donc fissure de la confiance. Oui, la confiance est rompue, mais en même temps, les questions qui reviennent souvent, c'est est-ce qu'il est conscient du mal qu'il me fait ou qu'il fait à sa famille? Il y a même une maman qui a englobé sa fille dans sa douleur, sa fille de, je pense, 9 ans. Elle a dit, tu as vu ce que papa nous a fait? Et du coup, la petite est rentrée en dépression, même si elle ne comprenait pas très bien ce que ça voulait dire, parce qu'elle s'est sentie solidaire de sa maman, même sans très bien comprendre ce que ça impliquait. Et la petite, elle a eu du mal à sortir de cette dépression-là, parce qu'elle avait somatisé, elle avait mal au ventre, elle avait des angoisses inexpliquées, elle vomissait et tout. Et quand on a fait son suivi psychologique, on a trouvé l'origine, c'était que sa maman l'ait englobée dans sa douleur en disant à l'enfant « Tu as vu ce que papa nous a fait ?» alors que la petite n'est pas mariée à son papa. Donc ce n'est pas elle qui a subi directement la trahison de son conjoint parce que son papa n'a pas fait de vœu de fidélité avec elle. Il a juste eu un écart, pas pour l'excuser, mais je veux dire, c'est la relation mari-femme qui est en cause et non la relation parent-enfant. Un homme, même quand il a un homme ou une femme, même quand il a un enfant adultérin, son lien affectif pour ses autres enfants, normalement, reste intact. OK. Donc, ce que vous nous dites, c'est d'user de tact et de très belles manières pour pouvoir faire comprendre cette situation. Déjà, demander pardon. Quand le mot pardon ne sort pas, on se sent doublement blessé. Et le mot pardon, c'est un mot qui apaise et qui permet d'accepter aussi l'inacceptable. Il faudrait qu'il ait aussi tout son sens, le pardon, parce que si c'est pour le dire de manière triviale pour se dédouaner, et puis après on apprend qu'il y a un deuxième qui est en route. Mais le deuxième vient souvent parce qu'on refuse le premier. Parce que quand la femme légitime dit « non, je ne veux pas en entendre parler », ça s'est passé sans mon consentement, donc débrouille-toi. Mais il va se débrouiller comment? Il va se débrouiller déjà pour assurer la survie de cet enfant-là. Ça veut dire qu'il y aura un contact avec la maman et ce contact-là va se consolider au gré de la relation conjugale. Si ça ne va pas très fort dans le foyer, ben, le mari aura tendance à se réfugier chez la maman de son enfant adultérin parce que c'est déjà un terrain conquis. Donc le danger, ça n'exclut pas que ça se poursuive la relation, mais plus facilement on accepte le premier enfant, plus on a des raisons de baliser, on a des outils pour baliser la suite. C'est-à-dire, on récupère l'enfant, à ce moment-là, le mari, si son pardon est sincère, il ne devrait plus normalement avoir de contact avec la maman de cet enfant-là. Normalement. Alors, c'est vrai que vous nous dites que cette situation, c'est vraiment des problèmes dans le couple qui peuvent engendrer ce genre de problème-là. Mais on va quand même aussi rappeler que l'enfant pourrait avoir les mêmes droits. Cet enfant adultérin ou les enfants adultérins peuvent avoir les mêmes droits que ceux qui sont dans le foyer. Aujourd'hui, on a cette disposition légale-là qui change la donne. Tout à fait, mais ça ne justifie pas la trahison parce que le sentiment reste le même. Même les enfants, ils ont des droits, c'est vrai, c'est normal. Mais le sentiment de trahison est le même. Ce n'est pas parce que l'enfant adultéré a un droit que la douleur ressentie va disparaître. Les enfants, ils n'ont rien demandé. C'est normal qu'ils aient leurs droits. Ils ont droit à la vie, ils ont le droit à une identité, ils ont le droit à l'éducation, ils ont droit à tout. Ils ont au même traitement. Au même traitement. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'est-ce que le couple va devenir après cette crise-là? Là, nous allons maintenant en arriver à la prise en charge ou à la prise en compte de cette nouvelle donne dans le couple. Tout à fait. Il y a des conjoints qui acceptent par compromis de récupérer l'enfant ou les enfants adultérins. Et souvent, lorsqu'il y a une infertilité conjugale, ces enfants-là même sont du pain béni pour le couple, parce que ça les ressoude et socialement, ça les équilibre parce qu'on voit un couple et leurs enfants
pour ceux qui ne savent pas l'origine des enfants. Par contre, si le couple avait déjà des enfants, il y a une réorganisation à mettre en place parce que les enfants qui sont admis dans la nouvelle famille doivent trouver leur place. Trouver leur place, ça veut dire qu'on va les faire accepter par leurs frères. On va aussi expliquer aux enfants comment ça se fait qu'ils ont un frère qui n'est pas de leur mère ou de leur père, avec des mots d'enfant, sans culpabiliser le parent adultère. Parce que si on culpabilise le parent adultère, les enfants, on l'a dit, ils aiment également leurs deux parents. Donc un discours culpabilisant déstabilise les enfants. Il faut plutôt un discours rassurant pour que les enfants acceptent leur nouveau frère. Et une fois la crise passée, normalement, si l'enfant a été bien intégré, il ne devrait pas y avoir de problèmes autres que les problèmes dans les familles classiques. Docteur, vous avez parlé ici de la périodicité, à savoir donner la nouvelle assez tôt, peut-être même quand l'enfant est en route, quand il arrive. Là, vous nous donnez l'exemple de récupérer, par exemple, l'enfant. Si on se retrouve dans un cas de figure où l'enfant ne va pas être récupéré et que la maman biologique garde son enfant, du coup, comment chacun trouve sa place dans cet écosystème-là? Ce qu'il faut dire, et pour ne pas qu'on nous fasse un deuxième, j'insiste. Ce qu'il faut dire, c'est que on voit plus facilement l'enfant revenir dans la famille de son papa, dans le couple conjugal. Mais il faut dire que pour les mamans adultères, c'est souvent un déchirement qu'on leur arrache leur enfant. Toute maman aime son enfant. Et la plupart du temps, ce sont des mamans qui sont dans la précarité et qui acceptent qu'on leur arrache leur enfant. Sinon, une maman qui a un enfant hors mariage et qui est autonome financièrement, elle accepte rarement ou difficilement qu'on lui prenne son enfant. Donc, le pouvoir d'achat est l'un des éléments qui justifie le fait qu'une femme, même si elle est la maîtresse, accepte de laisser son enfant partir dans la famille de son papa. Et c'est très difficile, c'est un déchirement pour la maman hors mariage. Maintenant, le cas où l'enfant reste chez sa maman et que le papa a informé sa compagne, ben, il faut s'organiser. Et là, on va faire l'état des éléments perturbateurs. Il y a beaucoup d'éléments perturbateurs. Si l'enfant reste chez sa maman et qu'on veut qu'il tisse un lien avec son papa et avec ses autres frères, ça voudrait dire qu'il va faire la navette. Or, malheureusement, il arrive des cas où, si le couple n'a que des filles, par exemple, et que l'enfant hors mariage est un garçon, il arrive des fois où le papa va se vanter pour dire « j'ai fait mon garçon, j'ai fait mon héritier », et ça retourne le couteau dans la plaie. Mais oui, il devrait l'avoir modeste. Voilà, mais malheureusement, étant donné le contexte culturel qui fait la part belle aux garçons, quand l'enfant hors mariage est un garçon, le papa va s'en vanter et c'est très souvent que toute la vie de la famille, de la fratrie, va s'aligner sur les visites de cet enfant-là. Il y a des mamans qui se plaignent en disant que lorsque l'enfant est chez sa maman, le papa ne s'implique pas dans les activités familiales, mais quand il vient par exemple en vacances ou pour un court séjour, le papa a tendance à créer des activités où il va inviter les enfants avec lesquels il vit. Ça peut s'expliquer par le fait que ce sont des vacances, donc c'est un moment dédié pour. Mais en même temps, inconsciemment, le papa a tendance à vouloir compenser tout le temps que l'enfant a passé loin de lui, sur le plan affectif, sur le plan matériel et en termes d'attention. Donc, il va être plus attentionné. Il va aussi avoir tendance à se porter en écran pour protéger cet enfant-là d'éventuelles attaques de la part de sa belle-mère et de ses autres frères. Alors, c'est vrai qu'on parle de la femme ici victime dans cette situation. Vous rencontrez beaucoup de cas en tant que conseiller conjugal. Parlez-nous un peu de l'inverse. Lorsque c'est l'homme qui est victime et que la femme envoie un enfant adultérin, généralement, comment ça se passe pour vous qui fréquentez ce genre de cas? Heureusement, les cas ne sont pas légion, heureusement, oui. Mais c'est un vrai cataclysme. Je me souviens d'un cas où il y avait un tableau d'infertilité conjugale. Donc, cet enfant-là était le bienvenu. Et personne n'en a parlé, c'est-à-dire le mari a juste demandé à sa femme de lui assurer qu'elle ne lui arracherait pas cet enfant parce qu'en ramenant cette grossesse suite à une infidélité, ça faisait croire à la société que l'homme était fertile. Et lui, c'était son gros problème de ne pas
faire savoir aux autres qu'il était stérile. Donc, le fait que sa femme lui ramène une grossesse, c'est une solution pour lui. Et ils ont gardé ce secret jusqu'à ce que ce monsieur décède. Personne n'a jamais su que ce n'était pas l'enfant biologique du monsieur. Mais dans le cas inverse, ou à contrario, où on a un enfant dont on sait vraiment la provenance, une infidélité formelle, avérée... La plupart du temps, le couple se casse parce que c'est très difficile pour l'homme d'accepter, mais c'est encore plus difficile pour l'homme, même s'il l'accepte, de le faire accepter par sa famille, parce qu'il y a l'influence de la famille. Vous savez, les gens ont tendance à juger plus durement leur belle-fille que leur propre fille. Donc, par exemple, la femme qui va ramener un enfant dans son foyer, un enfant hors mariage dans son foyer, elle sera soutenue par sa famille, mais elle sera vraiment démontée par sa belle famille. Ils vont vraiment la traiter de tous les noms et encourager le mari à se séparer d'elle. Donc, si le mari n'est pas assez fort dans la tête et s'il n'a pas vraiment assez d'amour pour sa femme, c'est très souvent qu'il va se laisser influencer par la société et se dire non, tout compte fait, j'aime bien ma femme, mais je ne peux pas rester parce que l'offense est trop grande. Docteur, ici on se trouve dans un cas de figure, c'est vrai que je vais pousser un peu, où le mari précédemment avait ramené un enfant adultérin, la femme équilibre la donne. Comment on gère cette situation? L'adultère de la femme n'est pas perçu pareil que l'adultère de l'homme. Un homme volage, c'est un homme qui est félicité, alors qu'une femme volage, c'est une femme qui est vraiment clouée au pilori. Donc déjà, c'est 2 poids 2 mesures. Donc on ne peut pas justifier ou espérer que, étant donné que monsieur a déjà ramené un enfant, si je ramène le mien, c'est pas grave. Si, c'est aussi mal toléré parce que c'est 2 poids 2 mesures. L'infidélité de la femme n'est pas perçue pareil que celle de l'homme parce que la femme est comme la gardienne de la lignée. Donc si elle est la gardienne de la lignée et qu'on voit qu'elle travestit la vérité, du coup on ne sait plus si on est vraiment le papa des autres enfants. C'est ce qui justifie justement dans certaines cultures le matriarcat, parce qu'on dit le neveu est l'héritier, c'est-à-dire le fils de ta sœur est ton héritier, parce qu'on est sûr du lien de sang entre ton neveu et toi. Par contre, on n'est pas sûr du lien de sang entre ton enfant supposé et toi. C'est ce qui justifie justement le matriarcat dans certaines cultures. OK. À l'instant, on est en train de sourire parce qu'il y a des questions qui fusent. Ben oui, depuis là-haut, on a nos ombres qui nous parlent et tout ça. On entend la femme est sacrée. Messieurs, vous n'êtes pas désacralisés non plus. Alors, dans le cas où je te pose la question du réalisateur, alors, il y a des hommes qui acceptent bien cette situation. Oui. Même si ces hommes ne sont pas... Voilà, merci de signifier des gentils hommes. Généralement, des hommes acceptent cet enfant qui vient du dehors, mais les femmes, pas tout le temps. Voilà. La question du réalisateur, c'est pas moi. Voilà. C'est pas s'il vit cette situation. Docteur vient de dire, on n'accepte pas. Les hommes ont du mal à accepter. Ben oui. Il y a plus de femmes qui acceptent des enfants adultérins que d'hommes, on va le dire. Maintenant, s'il y a des hommes qui l'acceptent, ce sont des hommes exceptionnels. Parce que je l'ai dit, il y a beaucoup d'influence. Il y a déjà l'ego de l'homme qui est atteint quand il sait que sa femme l'a trahi. Et moins la femme a de raisons de le trahir, plus la blessure narcissique sera forte. S'il n'est pas impuissant, s'il n'est pas infertile, si en plus il est gentil et qu'il subit ça, il va de soi qu'il aura une grosse blessure narcissique. Mais si c'est un homme impuissant ou un homme infertile, il va se consoler lui-même en se disant, après tout, elle a quand même de bonnes raisons et faire bonne figure devant cet accident de parcours. Mais il ne faut pas que ça continue. Mais tout à fait. Et pour terminer, vraiment, parce que le plus grave dans tout ça, c'est, on va dire, la confiance qui a été brisée. Comment outrepasser la trahison et la confiance pour ramener un équilibre? Mais après le pardon, il faut montrer patte blanche. Montrer patte blanche, ça veut dire rassurer l'autre par notre comportement. On a parlé tout à l'heure des éléments perturbateurs. Les éléments perturbateurs interviennent dans le couple lorsque l'enfant a tendance à faire la navette entre sa maman biologique et sa maman d'adoption. Donc, si la maman biologique n'a pas totalement la main pour éduquer l'enfant, si la délégation parentale n'est pas entière, elle va avoir du mal à accepter cet enfant et elle va faire 2 poids 2 mesures. Par exemple, si elle va imposer une destination de vacances à ses enfants,
elle va demander l'avis du papa pour l'enfant adultérin, parce que l'avis concernant l'enfant adultérin ne vient pas que du papa, il y a aussi l'avis de la maman de l'extérieur à prendre en compte. Donc si le papa n'est pas assez ferme pour expliquer à la maman de l'extérieur qu'elle ne peut pas avoir la main libre sur le planning de l'enfant, sur ce qui se passe, sur les questions le concernant, alors il va y avoir des clashs parce que la maman de l'extérieur va vouloir imposer. Et si elle a des vues, on va dire, conflictuelles, elle va vraiment être perturbateur parce qu'elle va dire non là où il faut dire oui pour faciliter la tâche à la maman d'adoption. En somme, une situation très délicate, mais qui n'est pas impossible à surmonter avec beaucoup de pédagogie, de tact. Tout à fait. J'allais conclure par là. Franchement, il faut éviter d'en arriver là et plutôt consolider ces liens au niveau du couple. Merci. Et ça, c'est important. Merci en tout cas de nous avoir suivis aujourd'hui. Nous sommes mercredi, on l'a dit, et donc mercredi, vous avez famille, coaching et puis aussi influence. Demain, vous aurez un autre programme assez spécial aussi pour le jeudi à vous proposer. Merci d'avoir été avec nous en 90 minutes. Merci à toute l'équipe. Merci Alix. Merci à vous. Et on se retrouve demain. Tout à fait, à demain. Wow.